Bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes ravis de vous accueillir pour le premier événement de l'année 2022 que nous vous souhaitons riche de rencontres enthousiasmantes et on vous souhaite aussi plein de réussite dans les projets qui vous tiennent à cœur. Pour vous aider, on a décidé de commencer par un thème très actuel. Nous allons parler aujourd'hui du nudge marketing et on va faire le point sur ses mythes et ses réalités. Pour ce premier webinaire, nous allons faire nous allons nous avons le plaisir de le partager à deux voix. Donc, je suis Muriel Genin et je co-préside l'ADTEM Rhône-Alpes. Et nous organisons pour les marketeurs de la région de Lyon environ un événement par mois. Et donc, nous, à deux voix avec Tahani, que je vais laisser se présenter et présenter le Club Pro. Bonjour, donc je suis Tani Ségaillère, je suis responsable marketing en charge de l'offre de produits et services chez FIA et je co-préside depuis quelques années le club Jeunes Pro du marketing avec Stéphane Alcaraz et Manon Chaumont. Du coup, et nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui deux intervenants, deux experts du sujet du nudge marketing, avec des profils en plus très complémentaires. Nous accueillons donc Isabelle Collin, qui est responsable de la Nudge Unit Transilien pour la SNCF. La SNCF étant une société pionnière sur le sujet du nudge et met en pratique ces principes depuis plus de 5 ans. Donc, on est ravis de ce partage d'expérience. Et puis, une intervention à deux voix, donc en tandem avec Nicolas Fiolaine, qui lui est chercheur en sciences comportementales à l'Université Lyon-Lumière, Lumière Lyon 2 et Sciences Po, qui nous apportera du coup un regard un peu plus théorique. Et Nicolas et Isabelle ont l'occasion de travailler ensemble depuis plusieurs années. Et Nicolas pourra aussi nous parler d'autres expériences, d'autres entreprises qui ont mis en pratique ces principes. Avant de leur laisser la parole, Tahani va vous préciser un petit peu les règles du jeu au niveau des questions et puis vous en poser une un peu pour commencer, pour bien commencer. Merci Muriel. Alors effectivement, on va pouvoir répondre à l'ensemble de vos questions à la fin des deux interventions. Je donnerai dans quelques minutes donc la parole à Nicolas pour commencer. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser directement en cliquant sur le petit onglet questions en bas à droite de votre écran. On va recenser les questions. Si Nicolas ou Isabelle y répondent en cours de route, on ne les reposera pas, bien entendu, à la fin. Mais en tout cas, voilà, vous pouvez poser vos questions de cette manière et surtout ne vous trompez pas, allez directement dans questions et pas dans le chat. Mais avant de commencer, donc je vais vous poser une première question pour connaître votre pratique du nudge dans votre entreprise. Vous avez un onglet en bas à droite qui s'appelle sondage. Il vous suffit de cliquer sur cet onglet pour pouvoir répondre rapidement à cette question. Pratiquez-vous le nudge de votre entreprise? Oui ou non? Et on aura la réponse en direct. Cela nous permettra de voir un petit peu votre niveau d'utilisation de cette technique de nudge dans vos entreprises. Voilà, donc on va prendre rapidement quelques secondes pour attendre votre réponse. Alors, on va attendre encore un petit peu, donc 5 secondes. Voilà, donc ça y est, le dépouillement va avoir lieu. Nous avons 82 personnes actuellement qui n'utilisent pas cette technique dans leur entreprise et 18% donc qui l'utilisent. Donc c'est très intéressant, ça va permettre à Isabelle et Nicolas de rentrer vraiment dans le détail de leur présentation. Merci et puis je vous dis à tout à l'heure. Je passe la parole à Nicolas. Alors Nicolas, il faut désactiver le micro. Oui, voilà, j'aurais besoin d'un nudge. Ça va faire 2 ans maintenant et ça fait 2 ans que j'oublie de mettre mon micro. Mais que voulez-vous? Les cordonniers sont souvent les plus mal chaussés. Donc, merci de cette invitation à parler effectivement du nudge, des sciences comportementales, en gros parler de l'humain. J'en parlerai effectivement d'un point de vue qui est
on va dire multiple, hein, qui est le point de vue de la recherche universitaire, de la recherche fondamentale, sur le sujet de l'humain, de comprendre comment fonctionne l'esprit humain, comment il fonctionne quand les gens sont seuls, quand les gens sont à plusieurs, et qu'est-ce qui construit des décisions, des motivations, des intentions, etc. J'en parlerai aussi du point de vue de l'application de ces sujet-là aux politiques publiques, hein, qui est quand même l'origine du nudge, puisque j'enseigne à l'ENA, qui est maintenant l'Institut national du service public, mais depuis quelques années. Donc voilà, l'acculturation des cabinets ministériels, de la haute administration commence à être faite, mais vers où ça nous conduit sur le volet aussi d'une hybridation entre la recherche et l'intervention au travers de la chaire innovation publique, hein, qui à la fois intervient sur un appui en termes d'expertise, mais aussi sur des recherches-actions, et puis sur des enjeux récents, urgents, etc., autour de la transition écologique, par exemple, et d'un panel international qui s'est constitué autour de ces sujets de changement de comportement. Parce qu'on a besoin de faire le point, hein, sur la recherche et d'essayer de quantifier ce que peuvent apporter les changements de comportement, quand on parle de nudge, on parle effectivement de changer les comportements et pas simplement d'être ni dans l'information ni dans la sensibilisation. Et puis une pratique qui est aussi une pratique d'application par le biais d'un certain nombre d'accompagnements. Alors, si on est aujourd'hui ici en train de parler des nudges et puis des sciences comportementales, puisque c'est là-dessus que j'atterrirai au final, c'est aussi qu'on a des enjeux qui sont beaucoup plus pressants qu'avant, et des enjeux qui, au final, posent des challenges qui sont énormes, évidemment, et tout le monde a à l'esprit la transition écologique, la crise climatique. On a eu d'autres sujets avant qui étaient des épidémies qui étaient comportementales en partie, des maladies infectieuses qui se transmettaient de personnes à d'autres en raison d'un certain nombre de comportements. Ça a été réactualisé, bien sûr, par la crise du Covid, où on a été beaucoup sollicité, on a beaucoup travaillé en sciences comportementales pour essayer de comprendre ce qui pouvait conduire ou pas à mettre en œuvre un certain nombre de comportements de protection, de prévention, de respecter un certain nombre de recommandations. Donc, vous doutez bien que sur ces sujets-là, on est extrêmement sollicité, mobilisé. C'est une partie des sujets, il y en a évidemment beaucoup d'autres, parce que, au fond, le sujet qu'on essaye de traiter et la chose qu'on essaye de comprendre depuis très longtemps dans les sciences comportementales, c'est cette propension qu'a l'humain à déconnecter quelque part ce qu'il sait, ce qu'il croit, ce qu'il pense, ce qu'il a même l'intention de faire et ce qu'il fait réellement. On a tous très récemment pris un certain nombre de bonnes résolutions. Enfin, j'espère qu'elles étaient bonnes. Peut-être que certains ont pris des mauvaises résolutions, mais bref, à chacun d'en juger. En tout cas, on a pris un certain nombre de résolutions le 31 décembre au soir, dont on sait qu'au final, seuls 8% vont être finalement réalisées. Et encore, je pense que c'est un chiffre relativement optimiste à la fin de l'année. Il y a des applications d'exercices physiques, par exemple, qui proposent à leurs utilisateurs de prendre un certain nombre de bonnes résolutions et qui sont capables de suivre la mise en œuvre de ces bonnes résolutions, et qui montrent que la large majorité, 92% à peu près, sont abandonnés sur cette question de l'exercice physique, par exemple. Ça marche aussi pour les régimes, etc. À peu près le 18 janvier. Donc ça veut dire que on a déjà abandonné pas mal de nos bonnes résolutions. Le Dry January, le janvier sec, le janvier sans alcool, les chiffres sont à peu près les mêmes, sur le fait que au bout de 10 jours, il y a plus de la moitié des personnes qui ont abandonné. Bref, on a un enjeu majeur depuis longtemps, qui est cette déconnexion entre les connaissances, l'information, les intentions et les comportements, avec la mise en évidence dans tout un tas d'occasions d'un fossé presque infranchissable, ou alors au prix d'efforts colossaux, entre l'intention et l'action, entre les connaissances et les comportements, entre ce qu'on a décidé de faire et entre les choix et leur mise en pratique effective. Et on se rend compte que sur la vaccination, ça a été le cas, que l'enjeu s'est assez vite déplacé du refus
vers l'hésitation et ce qui a permis vraiment et véritablement d'avoir une marge de manœuvre importante sur la vaccination, ça a été de traiter la question de l'hésitation, donc ce moment où on se dit que ce serait peut-être bien de le faire, mais on a du mal à passer à l'action. On sait depuis longtemps sur les comportements de santé qu'on a un enjeu fort là-dessus et que cet enjeu fort, il tient à cette difficulté qu'a l'humain à tenir compte d'un certain nombre d'éléments extrêmement rationnels de décision, de connaissances objectives, de savoir un peu consolidé, de savoir, on va dire, neutre, pour agir effectivement dans son quotidien. Et ça nous met face à la métaphore, qu'ont pris les auteurs du livre Nudge depuis longtemps, face à ces deux facettes de l'humain, que sont d'une part une facette très rationnelle, pensante, intellectuelle presque, qui considère, analyse, prend toute l'information avant de décider, là encore d'une manière extrêmement rationnelle, et puis un autre personnage qui nous habite et qui lui est plus impulsif, qui réagit un peu plus dans l'immédiat à des pulsions, des intuitions, et qui ne prend pas tout à fait les mêmes décisions que le premier personnage. Les deux cohabitent en nous. L'un fait le propre, paraît-il, de l'homme, la rationalité, l'autre fait son charme, l'irrationalité. Donc, entre le propre et le charme, à un moment, on a ce sujet-là de comprendre comment ces deux facettes de l'humain cohabitent et comment on peut expliquer qu'un être qui pourtant se caractérise par la rationalité n'arrive pas à mettre en lien quelque part ses intentions avec ses comportements. Alors, vous connaissez tous l'exemple fameux qui consiste à se poser la question de la bienséance dans les urinoirs pour hommes et de la façon dont on peut aborder un sujet tel que celui-là en faisant appel à la civilité, en informant sur les conséquences de la malpropreté et du manque de considération pour les autres, de faire appel à l'humour sur le fait que peut-être qu'elle est moins longue et qu'il faut peut-être se rapprocher, etc., etc. Toutes choses qui n'ont pas eu forcément l'impact qui était attendu. Et je pense que vous connaissez tous la fin de l'histoire avec cette fameuse mouche qui a été peinte dans les urinoirs et qui aurait augmenté d'une manière significative la propreté dans les toilettes pour hommes d'un célèbre aéroport du nord de l'Europe. Je commence par là pour qu'on s'en débarrasse et qu'on se demande effectivement, est-ce que le nudge est une mouche? Est-ce que c'est une mouche au sens français du terme? Est-ce qu'il est bien illustré par cet exemple? Ou dans le sens anglais, est-ce que c'est un buzz ou est-ce que c'est un peu plus qu'un buzz? Et je vais essayer de m'arrêter là-dessus parce que on est à un moment où, alors le sondage l'a montré, tout le monde n'applique pas ces démarches-là dans son activité. Tout le monde, je crois, s'y intéresse. En tout ça, tous ceux qui sont là aujourd'hui ont eu suffisamment d'intérêt pour être là justement aujourd'hui. Mais on va partir de cette hypothèse que le nudge cache peut-être autre chose, va un peu au-delà, effectivement, à la fois de la mouche et du buzz, et essayer de voir ce qui se préfigure, ce qui s'annonce sur la question du nudge et au final de ce que le nudge masque pour le moment, mais pas pour longtemps, c'est-à-dire les sciences comportementales. Alors, quand je parle de sciences comportementales, je parle de l'ensemble des sciences qui essayent de s'attacher à cette chose très particulière qu'est le comportement. Qui bouleverse effectivement certainement le marketing, qui bouleverse l'action publique, qui bouleverse aussi l'approche que peuvent avoir des acteurs associatifs, des ONG, etc., leur approche de la question de la mobilisation sociale, par exemple, tout simplement parce que on en vient tout à coup à se demander mais qu'est-ce que les gens font concrètement et réellement? On se retrouve face au mur de la data qui nous montre que les comportements ne sont pas à l'échelle des déclarations, des intentions et même des déclamations que peuvent avoir un certain nombre d'acteurs qui disaient oui, je le fais, et qui, lorsqu'on capture leurs données, nous montrent qu'en fait, ils ne le font pas. Et ça, c'est nouveau puisque aujourd'hui, on a les données, on n'a pas simplement les conséquences des comportements, on a les données sur les comportements eux-mêmes. Et un comportement, c'est un acte réalisé à un moment par une personne particulière dans un environnement particulier. Et ça fait longtemps que les sciences comportementales s'attachent à essayer de connecter des théories générales sur les modes de pensée, sur les perceptions, etc., à ce moment crucial qui est le moment de l'action, de ce qui la précède
et de ce qui la suit, c'est-à-dire qu'est-ce qui amène à agir d'une façon plutôt que d'une autre, quels sont tous les déterminants et tous les facteurs qui nous font imaginer agir puis agir, et puis qu'est-ce que produit l'action chez nous, quelle expérience, quelle émotion, quelle signification ça va engendrer. Et donc ces sciences comportementales, très schématiquement, elles vont de l'analyse de l'activation des aires du cerveau par un certain nombre de méthodes pour essayer de comprendre, parce qu'on a compris la fonction que remplissaient certaines aires par rapport à d'autres, comment l'activation de l'une active en même temps l'autre, quelle interdépendance il peut y avoir, ou encore ce que certains états d'esprit produisent pour inhiber, par exemple, certaines parties du cerveau, ou alors en activer certaines zones plutôt que d'autres, le stress, la peur, la joie, la culpabilité, et on essaye d'objectiver le fonctionnement par l'observation de ces activations différentielles et, on va dire, fonctionnelles, qui remplissent des fonctions particulières. On a les sciences cognitives qui, depuis un certain temps, on va dire une centaine d'années, même si elles ne se nommaient pas de cette façon-là, analysent les modes de raisonnement, la façon dont l'humain jongle avec l'information et arrive à gérer un grand nombre d'informations pour essayer de prendre des décisions, d'élaborer des perceptions, en référant à la fois à ce qui relève de la mémoire, ce qui relève du langage, ce qui relève de l'apprentissage, donc tous ces éléments qui rentrent en jeu dans la façon dont on va prendre de l'information, gérer de l'information, décider en fonction de cette information, de plus en plus en interaction avec le corps, c'est-à-dire que la séparation cartésienne du corps et de l'esprit ne tient plus dans les sciences cognitives aussi, puisqu'on parle de cognition incarnée, on parle d'une cognition qui se situe certes dans le cerveau, mais au moins autant dans les tripes au sens propre du terme. Donc on remet en cause ces fractures ou ces catégorisations entre le corps et l'esprit. Et puis il y a la psychologie, la psychologie sociale, qui se penche aussi sur les contenus de pensée, sur les modes de représentation, sur la façon dont les choses nous affectent, nous touchent, à la fois dans le sens qu'on leur donne, dans la manière dont elles nous mobilisent en termes d'énergie psychologique, ce qu'on appelle la motivation, le fait que quelque chose produise chez nous de l'énergie psychologique et nous pousse à agir et nous donne des objectifs, nous projette aussi parfois dans le futur. Donc comment tout ça se passe, non seulement au niveau individuel, mais bien sûr au niveau collectif, puisque, comme disait Freud, toute psychologie est sociale, et tout social est aussi psychologique, c'est-à-dire que quand on est en groupe, il se passe des choses qui ne se passent pas évidemment de façon individuelle, et que tout processus social dépend aussi de choix qui sont des choix individuels et qu'on a une interconnexion entre les deux. Et puis, il y a des disciplines qui ont utilisé ces savoirs-là pour s'enrichir. Je prendrai 2 exemples. L'économie comportementale, qui prend une place de plus en plus importante, même si elle est contestée par des écoles économiques standards et historiques. Néanmoins, elle prend une place parce qu'elle intègre les données de la psychologie dans des modèles économiques qui sont rebattus, qui sont du coup relativement transformés, ou le design comportemental qui aujourd'hui se fait une place davantage à l'étranger qu'en France, mais espérons qu'il continue à se développer néanmoins, et qui prend en compte ces aspects non seulement de psychologie, de sciences cognitives, voire de neurosciences, mais aussi qui prend le parti de se dire que faire du design, c'est aussi accompagner du changement, c'est favoriser le changement, c'est traiter la question de la résistance au changement, non seulement sous l'angle de l'ergonomie, mais aussi sous l'angle de la persuasion, sous l'angle de l'engagement, sous l'angle de la mobilisation, etc. Et donc, ces sciences comportementales, et je pense que vous le savez, dans leur ensemble, elles viennent à souligner le fait que notre fonctionnement ne repose pas que sur une seule façon de réfléchir, mais qu'on coordonne et qu'on alimente et qu'on s'appuie sur plusieurs systèmes. Alors, la métaphore qui n'est qu'une métaphore, qui n'est qu'une image, hein, on n'a pas 2 zones du cerveau avec système 1, système 2, il n'y a pas que 2 systèmes, il y en aurait peut-être 3, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails, on pourra en revenir dessus dans la discussion, mais un système qu'on a l'habitude de considérer, qui est celui de Spock, hein, et de ce système rationnel, réfléchi, qui pense de manière systématique, mais qui est aussi relativement lent, par rapport à un autre système qui est plus automatique, plus intuitif, qui lui prend énormément de raccourcis parce qu'il a besoin d'aller vite. La question de la
paresse cognitive est importante, même si on peut le dire d'une autre façon, de l'économie cognitive, c'est-à-dire que le système 2 est extrêmement gourmand en énergie, en charge mentale. Il va mobiliser beaucoup l'attention, la réflexion, la nécessité de se concentrer, alors que le système 1 est justement celui qui autorise à prendre des décisions relativement automatiques, de manière rapide, de manière économe dans le fait de générer de la charge mentale. Le système 2 vient souvent lorsque le système 1 a été mis en défaut. On a l'habitude de réaliser un comportement, puis un jour les choses ne se passent pas comme d'habitude. On va être remis en réflexion par cette imprévisibilité. J'ai mon quotidien et un jour une pandémie fracasse mon quotidien, je vais devoir repenser tous mes modes d'agir, je vais devoir repenser à ce qu'est le pain et à ce que finalement on ne peut pas le fabriquer soi-même. Je vais repenser aux mobilités en me disant que finalement les longues distances c'est bien, mais que la proximité c'est bien aussi, que finalement le travail, je pensais que ça m'intéressait, mais finalement il ne m'intéresse plus. Bref, ces situations de nouveautés qui nous impliquent et qui vont questionner le système 1, cette habitude qui est un peu automatique. Et ces biais cognitifs et ce système 1 et ce fonctionnement amènent à mettre en évidence et à générer un certain nombre de biais cognitifs qui sont maintenant bien connus. Alors j'espère que vous voyez toujours ma présentation. Oui, donc ils sont bien connus et qui relèvent de différents processus, le fait qu'on a trop d'informations et qu'on doit décider avec trop d'informations, le fait qu'on a du mal à donner du sens parfois à ce qu'on est en train de faire, aux objectifs qu'on se donne et qu'il faut redonner du sens, la nécessité d'agir vite, la pression temporelle qui nous amène aussi à prendre des raccourcis très importants, et puis les capacités limitées de notre mémoire qui nous amènent aussi à organiser l'information d'une manière un petit peu particulière, à hiérarchiser ce qui nous touche émotionnellement, à oublier ce qui est neutre émotionnellement, etc., etc. Quand on comprend comment fonctionnent ces systèmes, comment fonctionnent ces biais cognitifs, comment fonctionne aussi l'esprit humain, puisque tout n'est pas biais. Certains de ces biais sont des adaptations, donc ne devraient peut-être pas s'appeler biais, mais plutôt des normes. On sait que c'est plus présent dans certaines cultures que dans d'autres, chez certaines personnes que chez d'autres, dans certaines situations plutôt que d'autres. Donc tout ça est un peu plus complexe. Néanmoins, ça montre les principaux pièges de la décision qui peuvent s'activer dans certaines situations. C'est des connaissances qui, depuis un certain temps, sont très reconnues, à la fois dans leur aspect fondamental et dans leur aspect d'application. Je ne m'y arrêterai pas, mais 3 prix Nobel récents qui ont été attribués à des démarches qui soit mettent en avant l'impact sur les politiques publiques, soit montrent comment ça fonctionne dans le cadre de la décision, soit ouvrent des méthodologies nouvelles pour évaluer l'action publique, par exemple. C'est aussi des applications très concrètes et parfois ludiques qui consistent à dire comment on peut faire en sorte que des gens ne traversent pas n'importe quand et arrivent à faire le bon arbitrage entre gagner 30 secondes ou mettre leur vie en danger, ce qui est un bel exemple d'irrationalité. Comment on peut comprendre ça? Quand on se donne les moyens de comprendre comment une situation d'attente produit une certaine représentation du temps, en quoi ce temps qui passe peut produire de l'impatience et dans quel cas ça produit de l'impatience. On peut tomber sur des systèmes assez originaux, hein, comme ce qui a été testé en Allemagne, si je me souviens bien, sur un feu qui produit de la nouveauté, qui produit de l'aléatoire et qui produit du coup une nouvelle représentation et surtout une nouvelle perception du temps. Comprendre en détail comment fonctionne au niveau cognitif et au niveau psychologique la représentation et la perception du temps, savoir que chaque élément nouveau inscrit un marqueur de temps qui fait que le temps paraît passer plus vite. Comprendre ça, c'est se donner les moyens d'avoir de nouveaux leviers, de nouvelles manières de designer une information qui est ne passez pas, de façon à ce qu'elle soit inattendue, qu'elle capture l'attention et qu'elle puisse faire passer le temps plus vite pour que la patience soit plus grande. Donc dans ce cas-là, enregistrer des gens qui dansent et qui vont être répétés de manière aléatoire sur le feu en question. Ça peut être aussi, dans un autre cas, se demander mais pourquoi des sollicitations qu'on peut avoir à l'égard de personnes pour parfois leur rendre un service, par exemple leur demander de retourner un papier pour bénéficier d'un droit, pour finaliser une démarche, etc. On se retrouve avec des taux de retour qui sont des taux de retour extrêmement faibles, ou alors tout le monde répond trop tard, voire les gens ne répondent pas. Et comment avec
une compréhension de ce que signifie un comportement, c'est-à-dire le fait de prendre le temps, de considérer qu'il est suffisamment important, que c'est le bon moment, la façon dont on va se projeter dans la réalisation d'un comportement et qui produit ou pas, qui constitue des freins ou au contraire des leviers à la réalisation du comportement. Intégrer ça et le prendre en compte permet de manière assez souple, assez rapide et assez facile de passer à des taux de réponse qui sont extrêmement faibles, à des taux de réponse qui sont des réponses qui sont extrêmement importants, ce qu'on avait expérimenté avec le service client d'un opérateur de transport lyonnais et testé auprès de 3000 utilisateurs du réseau de transport, mais qui permet de montrer le potentiel qu'il y a à essayer de se mettre dans les modes de raisonnement et surtout de comprendre qu'on a affaire à des comportements spécifiques. On pourrait prendre aussi cette pandémie qui nous a touchés et où on s'est demandé à quel point et quels étaient les outils possibles pour arriver à convaincre à un moment donné et à convaincre les bonnes personnes, à comprendre qu'est-ce que engager le fait de se vacciner par exemple et quels étaient les leviers qui pouvaient permettre de convaincre des personnes de se vacciner et où on se rend compte que parfois travailler avec des systèmes d'information extrêmement simples, extrêmement limités, aussi limités qu'un SMS par exemple, mais en se disant on va y mettre ce que la science comportementale montre de manière rigoureuse et qui peut fonctionner dans un cadre tel que celui-là, et puis on se donne évidemment les moyens de vérifier, on va suivre par exemple l'adhésion, et vous avez des travaux qui sont sortis récemment qui analysent sur des ensembles de données extrêmement importants quel impact ont pu avoir ces changements de message dans le temps sur l'adhésion à un geste pourtant complexe, important et impliquant qui est celui de la vaccination. On pourrait prendre d'autres exemples, les démarches en cours, par exemple, à la ville de Paris, qu'on accompagne sur la question de la réduction de l'usage du plastique à usage unique, où on sait que voilà, la connaissance est là assez souvent, que l'attention portée aux questions écologiques est extrêmement présente, et néanmoins, on voit que, par exemple, dans les dernières enquêtes du Crédoc, les plus jeunes sont ceux qui mettent le moins en œuvre des comportements qui sont des comportements simples et pro-écologiques. Donc, on a une génération soi-disant hyper sensibilisée, ce qui est le cas, sauf que de la sensibilisation à l'action, il y a un énorme gap et qu'il y a une vraie valeur à accompagner ce gap-là et essayer de construire le pont de l'intention au comportement. Et on a de plus en plus de succès de services, de dispositifs qui ont pour objectif d'accompagner des personnes à réaliser leurs propres bonnes intentions. C'est le cas de Apple et de sa manière d'accompagner les gens dans la réduction de l'usage de l'écran. C'est le cas d'un certain nombre de solutions pour les pratiques alimentaires, l'information alimentaire, etc. On attend d'une interaction, d'un service qui nous aide à réaliser nos bonnes intentions. Dans ce cas-là, comment, dans le cadre de l'activité sportive, passer à autre chose que simplement l'explication? Et ça vient, et ce qu'on a déployé dans le cadre des équipements sportifs parisiens, qui sont à la fois de l'évocation de nature, pour essayer de faire comprendre que le sujet de la nature et de l'environnement ne s'arrête pas au seuil d'un espace qui est artificiel, de créer une norme sociale et une dynamique collective, de mettre en visibilité des éléments de l'environnement qui permettent par la science, comme on dit, et par l'interpellation, de rendre présent et de créer de nouveaux rituels dans la pratique sportive, de challenger aussi collectivement pour passer d'un changement de comportement individuel à un changement de comportement collectif. Et les premiers chiffres sont extrêmement encourageants sur l'impact que ça a pu avoir, et c'est déployé aujourd'hui à la fois sur le territoire parisien, mais aussi sur le territoire marseillais. Ce que montre ce dernier exemple, c'est que d'une manière générale, ce sur quoi on doit travailler, c'est non seulement les personnes et leur sensibilité, leur motivation, mais c'est aussi sur l'environnement. Et le nudge, c'est aussi ça, et les sciences comportementales pointent là-dessus. Le contexte est un levier d'accompagnement au changement, et il faut utiliser le contexte comme un levier d'accompagnement au changement. C'est ce qu'ont compris de plus en plus d'institutions au niveau international, au niveau national, qui s'emparent de cette question des sciences comportementales, qui l'intègrent à leurs appels d'offres, par exemple, quand il s'agit de collectivités, qui l'intègrent à un niveau interministériel quand il s'agit de l'État, qui l'intègrent de manière transversale quand il s'agit de la SNCF, et Isabelle en reparlera. Je participe aussi aux activités de l'OMS, qui a monté un sujet sur les sciences comportementales, l'ONU aussi, sur des questions de négociation et de développement, la Commission européenne, l'OCDE, etc.
c'est une montée en charge qui est extrêmement forte parce qu'il existe aussi des outils et qu'aujourd'hui, ce n'est pas simplement de la théorie abstraite, c'est des kits. On va en éditer un avec le ministère de la Transition écologique très prochainement, avec à la fois des outils de facilitation de sessions de travail, des capsules vidéo, etc. Il en existe que la direction interministérielle à la transformation publique a édité, plutôt orienté vers l'action publique. Il en existe d'autres, plutôt orientés vers le design. Quand on parle de seconde vague du nudge et des sciences comportementales, ce qu'on veut dire, c'est qu'aujourd'hui, on est au-delà des expérimentations comment dire, one shot. On est dans des processus qui sont des processus d'intégration de ces outils-là de manière transversale et de manière un peu systémique. C'est-à-dire comment faire pour qu'on prenne des habitudes et qu'on n'ait pas juste un prestataire qui vienne pendant 2 mois ou 6 mois ou 18 mois faire sa démarche nudge et qui nous laisse en plan avec 2 stickers et les résultats d'une expérimentation, mais que ça devienne des compétences que l'ensemble des collaborateurs intègrent, qui deviennent aussi des leviers de transformation managériale parce que c'est des outils d'innovation, c'est des outils de remobilisation des équipes sur certains sujets. Ça permet aussi de repenser les questions internes et que petit à petit, comme ça a été fait à la SNCF, il y ait quelque chose qui fasse qu'on arrive à accorder toutes ces démarches, on arrive à les diffuser et petit à petit à passer d'expérience pilote à des enjeux qui sont aussi des enjeux de transformation. Avec évidemment à l'horizon autre chose que simplement du nudge washing, c'est-à-dire l'idée qu'on va montrer qu'on fait du nudge simplement pour dire on s'occupe du changement et pour le reste, laissez-nous tranquilles. Non, plutôt pour être dans une dynamique qui est une dynamique qui est de plus en plus la condition éthique de ces démarches, qui est que ce qu'on produit avec les sciences comportementales et le nudge, entre autres, ce n'est pas simplement du comportement. C'est qu'aussi on développe les capacités. Capacité de décider de manière éclairée, capacité de prendre de la distance par rapport à des sujets, capacité à trier la bonne information de la mauvaise, éducation à l'esprit critique aussi. Et à partir de là, on accompagne un changement qui est plus profond, un changement qui a davantage de valeur pour les individus aussi, qui est non seulement les changements des comportements, mais aussi notre meilleure capacité à nous adapter à un monde plein de risques, à un monde changeant et à un monde qui peut être face à des crises. Tout ça dans des perspectives qui sont des perspectives qui garantissent un certain nombre de choses, l'autonomie de pensée des acteurs, la pédagogie par laquelle on peut accompagner les démarches nudge, la transparence, savoir laisser voir et dire et communiquer sur les objectifs qu'on poursuit pour vérifier qu'on les partage, et l'évaluation qui est capitale, évaluation tout simplement parce qu'on doit savoir l'impact qu'a le fait de capturer ou de, non pas capturer, mais de mobiliser l'attention à un moment donné, être sûr que ça vaut le coup et que ça engage effectivement des comportements. Je termine sur le fait que tout ça est déjà utilisé depuis longtemps, mais à une échelle qui est bien moindre que celle qu'on a aujourd'hui. Je prends un exemple, l'exemple d'Internet, des solutions digitales et numériques, des plateformes qui utilisent ce savoir-là, qui ont mobilisé les outils qu'on appelle de la captologie pour capter l'attention, avec le risque aujourd'hui et le débat autour de la rationalité et à quel point ces démarches-là ont transformé une partie des utilisateurs en utilisateurs zombies, les utilisateurs eux-mêmes prenant conscience de cette zombification qu'a pu produire la capture de l'attention, l'engagement trop fort, les récompenses aléatoires, etc. Et où même les plus grandes plateformes ont compris qu'il y avait de la valeur à restaurer des capacités psychologiques. Et ces capacités psychologiques, elles viendront du développement de ressources cognitives, du fait d'aider les gens à développer des ressources cognitives qui nous aident à voir la grande image au-delà des détails. Et ça ne concerne pas simplement l'externe, ça concerne bien sûr l'interne. Peut-être que vous arrivez à voir sur cette image un bateau, un lapin, un chevalier, un bébé, ou peut-être pas. Selon si vous êtes capable ou pas de voir, vous avez une petite indication de votre disposition aujourd'hui et maintenant à faire de l'abstraction, à voir l'arbre derrière la forêt, à voir la grande image au-delà du détail. Et aujourd'hui, c'est un peu l'enjeu qu'on a, au-delà d'accompagner le changement de comportement, c'est arriver à accompagner cette mobilisation et cette capacité à voir le long terme au-delà du court terme, avoir le global au-delà du local et avoir le collectif au-delà de l'individuel. Je termine vraiment sur le fait qu'aujourd'hui, on est au début de la seconde vague sur ces sujets-là.
OK le nudge, mais ce qui s'annonce déjà très fortement, ce sont les sciences comportementales, qui est une vague autrement plus difficile à prendre et à surfer, parce qu'elle demande une intégration plus complète, parce qu'elle est plus complexe, parce qu'elle ne se base pas que sur une liste de biais standardisés qu'on pourrait utiliser à chaque fois, mais qui demande à retrouver des méthodes d'observation et de connaissance des cibles qui sont beaucoup plus importantes, beaucoup plus profondes, et qui demandent des évaluations beaucoup plus rigoureuses. Mais à cette condition, et en prenant cette vague-là, c'est autre chose, c'est un peu plus qui s'ouvre à nous que le changement de comportement peu durable. C'est des transformations qui sont plus profondes et qu'on partage avec les cibles auxquelles on s'adresse. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Et puis, je pense que l'expérience dont témoignera Isabelle illustrera bien les enjeux qu'on rencontre aujourd'hui autour de ça. Bonjour à tous. Merci beaucoup à l'ADTEM pour son invitation. Je suis ravie d'être parmi vous. Alors, je partage mon document. OK, c'est bon pour tout le monde? On voit mon document? Oui, merci. Donc, je suis responsable de la Nudge Unit de Transilien, qui est une entité qui a 6 ans d'expérience, donc avec un vrai historique, effectivement, dans l'appréhension de ce sujet dont parlait Nicolas, avec une volonté, c'est vrai qu'on s'appelle Nudge Unit, mais c'est un mot un petit peu, on va dire un raccourci, qui en fait cache plutôt une volonté d'intégrer les sciences comportementales à l'activité d'une entreprise, donc faire le pont entre ce savoir académique, ces réflexions et puis la performance, l'activité de l'entreprise. Donc 6 ans d'expérience avec dans les premières années une volonté déjà de tester ces expérimentations. Donc on a fait un certain nombre d'expérimentations. On est aujourd'hui depuis maintenant, je dirais 2-3 ans, dans une logique un petit peu différente dont parlait Nicolas, d'un peu plus d'intégration, de déploiement, de renforcement de l'impact de nos enseignements dans la performance de l'entreprise, donc avec une vraie direction scientifique qu'exerce Nicolas. Et puis, une volonté d'aller au-delà de l'expérimentation one-shot dont parlait Nicolas et de réaliser davantage de déploiements sur les sujets qui marchent, contrairement aux premières années où on se disait est-ce que voilà, ça fonctionne. Aujourd'hui, on a suffisamment de recul et d'expérience pour savoir que ça fonctionne et l'idée, c'est plutôt d'intensifier l'impact. Alors, pourquoi au démarrage la Nudge Unit au sein de Transilien? C'est parti du constat, en fait, on transporte des personnes, hein, donc les comportements des voyageurs ont un impact significatif sur la performance de l'entreprise. On a des sujets qu'on connaît bien, qu'on a toujours un peu connus, qui sont parfois intensifiés au gré des actualités. Mais qu'on maîtrise moins, qui sont de l'ordre des comportements. Il est nécessaire de bien comprendre ces comportements, de comprendre la situation aussi dans laquelle s'inscrivent ces comportements pour pouvoir trouver de nouveaux leviers, des leviers qui sont un petit peu différents de l'information traditionnelle, de la répression, de l'interdiction, de l'injonction, mais plutôt accompagner des intentions, comme disait Nicolas. Voilà, souvent, on a des intentions au niveau individuel, mais qui ne s'inscrivent pas dans un comportement effectif. Et donc, l'idée, c'est plutôt d'accompagner de manière bienveillante. Hein. On n'est pas dans l'économie de l'attention, voilà, comme effectivement rappelait Nicolas sur un certain nombre d'usages du nudge. Nous, on a aussi cette volonté éthique de travailler sur le bien-être des voyageurs et c'est dans le cadre de notre mission de service public qu'on intervient. Donc, je vous ai mis un certain nombre d'exemples sur lesquels on peut travailler, de situations, de problématiques, d'irritants qu'on peut rencontrer et que nos voyageurs peuvent rencontrer. Et l'idée, c'était de trouver donc des nouveaux leviers avec des solutions innovantes issues des sciences comportementales, issues d'un diagnostic et d'une phase plus créative, de conception, de design, qui est inhérente à… On ne voit plus ma présentation, je pense. Si, dites-moi, ça a sauté? Non. Non, là, enfin,
En tout cas, moi, je la vois toujours. Elle Ok, est très bien. revenue, pas de souci. Ok. Alors, donc, ça peut être l'engorgement, hein, des situations où on gère la foule, comme vous le voyez donc, en photo. Ça peut être au moment des grèves, ça peut être lors d'incidents d'exploitation, etc., etc. Donc, les situations de gestion de flux d'une manière générale. Ça peut être également les incivilités, qui sont un sujet qu'on aborde de manière importante avec les sciences comportementales, d'amélioration de la propreté dans certains lieux, amélioration de la perception des lieux. Les sujets aussi de bagages oubliés, donc comment faire en sorte qu'un oubli, souvent qui n'est pas intentionnel, eh bien, on puisse sensibiliser au bon moment, de la bonne façon, avec des arguments et une manière d'aborder le sujet qui va être plus parlante aux voyageurs qu'un simple rappel rationnel de l'information. On a aussi des sujets sur la validation, donc inciter de façon bienveillante à la validation, etc., etc. On a eu en fait à aborder à travers toutes nos expérimentations et tous nos projets un nombre assez large de sujets. On est donc à plus d'une vingtaine d'expérimentations, près d'une cinquantaine, je dirais, de projets, de dispositifs mis en place. Donc, vous voyez, une expérience assez forte. Donc, je vous parlerai plus concrètement de cas d'usage. Donc, notre ambition, hein, c'est d'améliorer la performance de l'entreprise. Comme je vous l'ai dit, ces sujets de comportement sont intimement liés avec la performance. Il y a, nous, opérateurs, ce qu'on peut faire pour améliorer les process, etc. Et comment on améliore la gestion de ces comportements voyageurs et comment ça s'inscrit dans la performance. Il y a aussi un regard différent. Je pense qu'avec la présentation que vous avez fait, Nicolas, vous arrivez à toucher du doigt en fait comment ça nous permet de changer notre regard sur les comportements des voyageurs, quitter un peu nos lunettes d'opérateurs pour se mettre davantage à la place de nos clients et ainsi mieux comprendre l'expérience qu'ils vivent sur toutes ces dimensions. Donc, les sciences comportementales nous ont permis d'analyser en fait l'expérience des voyageurs sur la dimension du temps, comment peut-être nos espaces, la manière dont se conduit l'expérience client, eh bien, créer de la pression temporelle, par exemple. La notion de l'espace aussi, ça va être comment nos trains, nos gares créent des représentations sociales et du coup, un usage bien qui est performant par rapport à ce qu'on attend du service ou qui ne l'est pas. Comment les autres, hein, c'est un service public, un espace public, la variable des autres dans le cadre de l'expérience client est très important. Donc, comment, en fait, la manière dont les autres se comportent, dont le groupe se comporte, a une influence sur les comportements. Donc, c'est quelque chose qu'on analyse dans tous nos projets. Et puis, il y a aussi la dimension du soi. Comment, en fait, notre entreprise reconnaît le voyageur et le valorise, etc. Donc, voilà, meilleur regard sur l'expérience de nos voyageurs en se mettant réellement à leur place. On utilise donc les sciences comportementales aujourd'hui dans 3 domaines prioritaires qui sont la gestion de flux. Donc, comprendre comment les voyageurs s'orientent dans les gares, essayer d'améliorer l'information sur la manière de s'orienter, mieux faire comprendre nos espaces pour avoir des flux optimisés. On a aussi un deuxième domaine important qui est l'information voyageur. Comme je vous l'ai dit, parfois l'information délivrée de manière rationnelle, faisant appel un petit peu plus au système 2 dont parlait Nicolas, qui a été donc popularisé par Daniel Kahneman, système rationnel, lent, délibératif. C'est un petit peu la manière dont traditionnellement on s'adressait aux voyageurs. Et donc avec toute l'influence et l'apport des sciences comportementales et aussi de la créativité, parce qu'on peut avoir des bons enseignements d'un point de vue comportemental. Ça saute parfois, excusez.
Bon. C'est bon? Vous me voyez? Ça saute, régulièrement. On peut avoir des bons enseignements d'un point de vue, comportemental, mais la manière dont ça va se traduire après en design d'information est très importante. Donc on travaille régulièrement, sur cette manière de délivrer l'information pour qu'elle corresponde peut-être un petit peu plus au système 1 ou alors qu'elle déclenche le système 2 de manière un petit peu plus optimale. Voilà, donc c'est aussi, l'influence, des sciences comportementales, l'accompagnement en direction scientifique, de Nicolas. C'est aussi, revoir un petit peu notre manière de s'exprimer, nos campagnes de communication, nos outils de communication, et leur apporter, les enseignements des sciences comportementales pour les optimiser. Et puis le dernier domaine, c'est, le voyageur-acteur. C'est un domaine auquel on croit beaucoup. L'idée, c'est de faire du voyageur un véritable partenaire de la qualité de service, considérer voilà, qu'on est en relation et ça va avec l'idée de consomme-acteur, hein, et donc de favoriser son engagement dans la qualité de service. Donc ça va avec des sujets, comme je vous l'ai dit, de l'incivilité et autres, la bienveillance entre les voyageurs, par exemple. Alors, quelques cas d'usage sur lesquels on a travaillé, quelques expérimentations assez clés de nos projets. Alors, comme je vous l'ai dit, la gestion de flux, c'est un des sujets majeurs, hein, pour la Nudge Unit. Donc, on a fait beaucoup, et c'est un peu les expérimentations historiques, hein, des premières années de la Nudge Unit. On a fait beaucoup d'expérimentations sur le sujet, qui nous ont permis de mieux comprendre la circulation dans nos espaces. Donc, quand on fait un projet Nudge, on commence toujours par une phase de diagnostic. Donc, l'idée, c'est de mettre les lunettes des sciences comportementales, se rendre en gare, observer les comportements des voyageurs, mieux comprendre aussi à travers des entretiens avec les agents, observer et discuter avec les voyageurs pour réaliser un diagnostic qui nous permet de comprendre comment aujourd'hui la gare, l'espace offert et présenté aux voyageurs est plus ou moins intuitif, permet plus ou moins bien de s'orienter dans la gare. On en a tiré un certain nombre d'enseignements, on a testé pas mal de choses, hein, vous le voyez, c'est par exemple des fils d'Ariane qui permettent de guider les voyageurs sur un parcours, bien délimiter des espaces avec des codes couleurs, avec des représentations beaucoup plus graphiques. Et donc, on a compris qu'il était important d'anticiper en amont, de jouer sur le point de décision. Parfois, quand on observe un problème donné à un endroit, ce n'est pas forcément à cet endroit-là que va se situer la solution. En fait, il faut jouer sur le point de décision qui est bien souvent en amont, et la manière dont le comportement va s'exprimer se situe plus en aval. Donc, ça a été un certain nombre d'expérimentations qui nous ont permis de guider le voyageur, de mieux rendre visibles les choix de parcours. Hein. Quand on travaille sur le nudge et les sciences comportementales, c'est redonner de l'architecture de choix, hein, parce que, et on le voit très bien en gare, hein, on peut, les choix possibles, tout l'espace qui est offert dans une gare peuvent se limiter parce que c'est le quotidien, parce qu'il y a un certain nombre d'obstacles. La configuration de la gare est faite de telle manière qu'on n'exploite plus tous les choix possibles. Donc, c'est redonner, par exemple, de l'architecture de choix en les exposant mieux. C'est aussi développer la carte mentale du voyageur qui a, donc je vous le disais, une vision un peu limitée de nos espaces, donc mieux faire comprendre par exemple des schémas beaucoup plus simples de la gare qu'un plan, on va dire, un peu plus en réel, mais qui va davantage se baser sur les usages qu'on en fait, donc avec une délimitation des espaces de manière simplifiée. Nous avons aussi travaillé sur la gestion des déchets, l'incitation des voyageurs à trier leurs déchets au travers de plusieurs expérimentations.
On a travaillé déjà, par exemple, sur la notion de science, dont vous a déjà parlé Nicolas. C'est une notion qu'on utilise beaucoup en sciences comportementales. C'est la manière dont les espaces se font comprendre. On parle aussi d'affordance, la capacité d'un espace, d'un lieu, d'un objet à se faire comprendre. Et c'est souvent pas vraiment le cas, en fait. On a des espaces qui peuvent être un peu neutres ou qui sont pas forcément designés pour très bien faire comprendre les usages qu'on en attend. Donc, sur ces zones de tri, on a travaillé déjà sur la meilleure compréhension de l'usage qui était attendu, par exemple avec des évocations de nature sur la zone de tri, qui permettent déjà de la mettre davantage en avant. Je vous parlais aussi de l'importance de l'influence des autres. On a travaillé aussi sur l'apprentissage social. On apprend mieux de ses pairs. Donc, l'idée, c'était de montrer par des vidéos au-dessus de la zone de tri le geste, très concrètement, le geste qu'on en attend. Donc, c'est une expérimentation qui a vraiment marqué son efficacité, puisqu'on a observé qu'il y avait plus de 64% de déchets triés en plus. Donc, on voit que la norme sociale, nous, en tout cas, de ce qu'on connaît, de notre expérience en tant qu'entreprise, la norme sociale, c'est un levier qui nous est appris et qui nous est proposé par l'étayage des sciences comportementales et qui est assez puissant dans plusieurs sujets, plusieurs domaines. Je vais vous en reparler dans d'autres expérimentations. Et c'est un sujet qu'on oublie parfois parce qu'on est dans l'interaction avec nos clients un petit peu en unilatéral. Or, il faut se reposer la question du groupe, la question de l'influence du groupe et des autres sur les comportements attendus des clients. On a travaillé également sur la préparation de l'action. Je vous ai dit, le point de décision, il n'est souvent pas là au moment où on l'attend, mais il est souvent un petit peu en amont. Et souvent, les dispositifs issus des sciences comportementales ou type nudge permettent d'amorcer le comportement. On parle de coup de pouce. J'ai plus ma présentation à l'écran. Merci. C'est tout l'usage de la gamification qu'on voit assez régulièrement et qu'on utilise beaucoup dans les dispositifs de type nudge. Donc, vous voyez une application là, avec la marelle. Je pense que vous avez peut-être en tête des exemples comme le ballon de basket. Donc on a testé aussi ce type de dispositif, les pas également qui permettent donc de redonner de l'architecture de choix, représenter à nouveau les poubelles de tri dans le paysage qui est proposé à nos clients. Et puis donc d'amorcer le comportement, de passer de cette fameuse intention dont parlait Nicolas à l'action, donc d'aider à passer ce cap-là. Nous avons également travaillé sur un sujet qui est de plus en plus important chez nous, qui vous en avez peut-être entendu parler dans les gares à l'occasion de vos voyages. C'est le sujet des alliés, qui est donc un oubli individuel, mais qui a une conséquence très importante sur le collectif. Bien évidemment, ça peut engendrer des retards, un blocage de la gare pendant parfois plusieurs heures. Et ce dont on s'est aperçu, c'est que dans leur manière d'aborder le transport, et notamment le transport du quotidien, nous, Transilien, on est sur le transport plus particulièrement du quotidien, les voyageurs ont tendance à se refermer dans leur bulle, recréer, d'éviter justement ce collectif et d'être le plus possible dans sa bulle. Donc l'idée, c'était de refaire ressortir ce collectif, de le remettre en avant et de le valoriser pour favoriser l'entraide entre voyageurs, rappeler les valeurs collectives et l'intérêt du vivre ensemble.
Donc, je vous parlais de passer du système 1 au système 2, de déclencher l'attention. Donc, ça peut être, comme on l'a fait là sur ce dispositif, un jeu de texte à trous qui permet donc, voilà, quand les voyageurs sont en mode automatique dans leur bulle, dans leur trajet du quotidien, comme je vous le disais, voilà, de redéclencher leur attention par un petit jeu, puis après de délivrer le message qui nous est important, qui est donc le collectif, les valeurs d'entraide. On l'a fait donc au travers d'annonces sonores qui incitaient les voyageurs à regarder autour d'eux, à porter le regard sur les personnes qui pourraient oublier leurs affaires. Et puis cette mise en scène visuelle également avec un voyageur qui signale une affaire oubliée à un autre voyageur. On a aussi, je vous parlais de la reconnaissance. Donc la reconnaissance du collectif, c'est un autre voyageur qui like. Le voyageur qui a oublié ses affaires, qui remercie. Et puis, cette idée qu'à la SNCF, voilà, c'est vivre ensemble, c'est aussi être attentif aux autres. Donc, ce dispositif a permis d'augmenter le signalement d'affaires oubliées. Hein. On fait toujours, donc, quand on fait une expérimentation en sciences comportementales, c'est toujours associé, bien entendu, à une mesure. Hein, on a un protocole. Et donc, on a permis, en simulant des affaires oubliées, avant Nudge, on était à 12% et ensuite, on est passé à 42%. Donc, on a déjà vu un certain nombre une certaine efficacité sur ce dispositif et on est encore en train de travailler le sujet parce qu'il a pris de l'ampleur avec la crise Covid. Et donc, ça va donner lieu encore à d'autres expérimentations qu'on est en train de travailler et qui vont voir le jour en 2022. Un de nos sujets phares sur lequel on a fait une expérimentation en 2019 et qui est un peu emblématique pour nous à plusieurs égards de l'efficacité de l'usage des sciences comportementales et puis aussi de l'ancrage dans la performance, puisque c'est un nudge qu'on a déployé à grande échelle. Alors, pour l'innovation, pour toute démarche d'innovation, le passage à l'échelle, c'est toujours un problème. Moi, j'ai travaillé aussi dans d'autres domaines, notamment dans le digital. Je sais que le passage à l'échelle est toujours critique. Pour l'usage des sciences comportementales, ça l'était aussi un petit peu parce que par définition, les sciences comportementales, c'est très situationnel. On vient traiter un sujet à un endroit, on vient modifier un comportement dans une situation donnée. Grâce à ce dispositif, on a réussi à trouver un équilibre entre la standardisation et la réponse sur mesure à la problématique du lieu. Donc, on a fait une première expérimentation Muro qui s'est révélée très efficace et on a identifié quels étaient les ingrédients majeurs et on a constitué un petit peu les briques de notre dispositif qu'on a pu ensuite déployer dans maintenant 19 lieux en 1 an et demi. Là, cette année, comme je vous l'écris sur la slide, on a encore 15 nouveaux déploiements prévus pour ce nudge, avec une efficacité assez importante. L'idée, en termes d'ingrédients psychosociaux, c'est de rendre les coins moins attractifs avec une importance du design, comme vous le voyez, qui se voit très bien, donc avec des couleurs vives qui vont trancher avec le reste du lieu. C'était des lieux très dégradés, dépréciés en termes d'expérience voyageur, qui subissaient des épanchements de certains voyageurs qui commettaient des incivilités. Et on a requalifié les lieux pour réactiver notamment le contrôle social avec une présence virtuelle importante. Vous voyez, donc avec l'action sportive des joueurs, la foule qui crée de la présence et un regard porté sur le voyageur. Et puis donc, on attribue une nouvelle fonction, une nouvelle identité au lieu. Ce que je vous propose, on a fait une petite vidéo sur cette expérimentation. Corentin, si vous pouvez passer la vidéo. Ceci n'est pas une œuvre de street art. C'est le tout nouveau dispositif Nudge anti-urine de la SNCF. Les mictions sauvages sont une véritable nuisance, contre laquelle les efforts des équipes de nettoyage sont vains.
car il suffit d'un seul pipi pour qu'un coin de mur se transforme en urinoir improvisé. C'est ce qu'on appelle la théorie de la vitre cassée. Prenons par exemple cette voiture. Elle n'a aucune rayure. Mais brisez une vitre et laissez-la dans la rue. Elle terminera totalement désossée en quelques heures. Alors, comment encourager les usagers hors la loi à revenir sur le droit chemin une fois pour toutes ? La SNCF est allée chercher du côté des sciences comportementales pour leur donner un coup de pouce. Nudge en anglais. Et plus particulièrement sur l'effet dit de cadrage. À savoir, attribuer aux endroits une nouvelle fonction, un nouveau rôle. Exemple, à Montréal, la place Berry était très mal fréquentée. En 1996, la mairie transforma l'espace en le renommant parc Émile Gamelin et en y rajoutant quelques arbres et des jeux d'échecs. Conséquence, les familles reprirent possession des lieux. C'est en s'appuyant sur ce levier que SNCF Transilien a déployé sa nouvelle stratégie. Améliorer l'expérience des clients et en faire de vrais lieux de vie en changeant la fonction des zones problématiques dans ces gares. La gare des Mureaux a été la première à tester cette approche. Les usagers ont l'habitude de se soulager à 2 endroits. Ici, à l'extérieur de la gare, et ici, à l'intérieur de la gare. Alors que des toilettes publiques sont situées en face. Première mesure prise. Réaménager l'extérieur de la gare comme un stade d'athlétisme pour enfants avec sa piste et ses athlètes. Car on n'a jamais vu personne uriner sur une piste de course. Deuxième mesure. Rappeler aux gens avec force que lorsqu'on vit en société, on n'urine pas n'importe où. Grâce à des spectateurs qui rappellent que des enfants s'amusent ici et qui vous regardent 24 heures sur 24. C'est ce qu'on appelle le contrôle social en sciences comportementales. Troisième et dernière mesure prise. Afficher en grand des exploits sportifs à l'intérieur de la gare où on voit un footballeur et une basketteuse en pleine action. Des ballons en relief empêchent quiconque de s'approcher des coins pour se soulager. Les angles de ces coins ont également été effacés grâce à un trompe-l'œil qui les rend moins visibles et moins attirants. Mais comment savoir si ce nouveau dispositif testé par la SNCF est efficace ? Grâce à un capteur thermique qui détecte la projection de liquide sur les murs et qui surtout sait faire la différence entre l'urine et l'eau de pluie. Après 8 semaines d'expérimentation, les épanchements urinaires ont quasiment disparu. Et surtout, les voyageurs et les agents se sentent enfin soulagés, comme l'atteste l'étude scientifique menée sur place. Suite à ce premier succès, ce dispositif est en cours de déploiement dans d'autres gares transiliennes SNCF. Donc voilà une présentation de cette expérimentation des Mureaux, comme je vous disais, qui était très efficace et comme on le voit dans la vidéo. Et donc la suite de l'histoire, c'est déjà donc 19 autres lieux donc qui ont le même succès. Ce qu'on a appris aussi, qui est assez inédit, au-delà du passage à l'échelle, je vous l'ai dit, où voilà, je pense qu'on a cette expertise qui est assez inédite. De donner de l'importance comme ça à des projets nudge au-delà de l'expérimentation. On a appris aussi sur la durabilité des nudges. C'est un sujet souvent qui se pose quand on utilise ce genre de dispositif. Et voilà, on sait que on a beaucoup appris sur la manière d'intervenir en gare, d'intervenir sur les lieux afin de garantir le succès le plus longtemps possible. Donc, une importance, vraiment un effort sur le design, sur les matériaux, tout est important en fait, à mon sens, dans un projet nudge. Pas uniquement, je dirais, la stratégie psychosociale, mais la manière dont elle s'exécute. Et voilà, c'est important de faire des projets de qualité. Parfois, j'ai vu, on va dire, dans d'autres domaines ou chez des concurrents, voilà, des dispositifs d'e-nudge, mais qui étaient assez peu qualitatifs dans l'exécution. Et je pense que ça peut être aussi un problème quand on parlait en introduction de mythes et de réalité, voilà, de l'usage des sciences comportementales.
il est aussi important d'attribuer, de mettre de la qualité dans toutes les dimensions, dans l'ensemble de la démarche quand on utilise les sciences comportementales. Et aussi de bien analyser, bien entendu, les résultats. Une fois qu'on a posé un dispositif, qu'on a mis en place un nudge, le travail n'est pas terminé et il faut bien entendu bien piloter, bien monitorer ces dispositifs et en tirer les conclusions, itérer si besoin. Hein. C'est l'histoire aussi d'une démarche d'innovation, hein, mais on est aussi dedans dans ce type d'innovation basée sur les sciences comportementales, l'importance d'itérer et de ne pas considérer parce qu'on a fait une expérimentation sur un dispositif donné que cela ne fonctionne pas. C'est peut-être qu'il y a un certain nombre d'ingrédients qui ont été choisis qui ne sont pas forcément les bons. Donc, c'est se donner aussi les moyens de faire évoluer ces dispositifs et d'en analyser l'efficacité encore par la suite. Donc, quelques autres sujets que nous abordons au sein de la Nudge Unique. Donc, c'est une expé en cours sur l'anticipation de la validation que l'on trouve en ce moment donc, à Gare du Nord, à Stade de France-Saint-Denis et à Pantin. L'idée, là, on est vraiment sur une expérimentation liée à la gestion de flux. Et donc, un petit peu comme je vous l'ai dit, voilà, l'importance d'alerter en amont. Là, on le voit donc sur ce sujet de la validation, plutôt que de considérer que le sujet se présente au moment du passage des portes de validation, mais il vaut mieux effectivement l'anticiper, préparer les esprits, préparer le geste en amont. Donc, c'est l'idée d'un parcours dès la sortie donc, du train. Au sortir des quais, qu'on a séquencé en utilisant l'analogie sportive et le compte à rebours, qui nous permet de scander comme ça le parcours et d'avoir plusieurs points d'alerte avant le passage des portes. On travaille aussi sur la science avec des affiches monumentales, toujours sur l'analogie sportive et donc des couleurs assez vives qui nous permettent de trancher avec, on a des ingrédients sur le plan de design. Ah, c'est passé à une autre slide. On a des ingrédients sur le plan de design qui sont assez proches de ce que je vous ai montré précédemment. On a pris les bonnes recettes des enseignements sur l'expérimentation, sur la propreté. Et puis, l'amorçage du comportement, qui est donc un levier psychosocial qu'on utilise régulièrement, comme je vous le disais, l'idée de passer de l'intention à l'action, donc avec ce rappel du geste qu'on voit sur les affiches, où on voit concrètement le titre de transport, la personne qui le tient, la main de la personne, et l'idée donc d'anticiper ce geste en particulier, en le montrant d'un point de vue visuel. Un dernier sujet, bien entendu, hein, on a aussi travaillé sur la crise Covid, puisque en tant qu'opérateur de services publics, l'idée c'était d'accompagner aussi dans nos espaces ces nouveaux comportements. Donc, on a été les pionniers sur les marquages au sol, l'aide aux voyageurs pour se positionner sur les quais. Et puis aussi une communication qu'on a voulu visuelle, universelle, sur les bons gestes et les bons comportements à avoir dans le cadre de la crise Covid et de son usage des transports, avec, vous le voyez, donc l'usage des émoticônes, dont on s'est inspiré aussi d'un exemple suédois qu'on a travaillé notamment avec Nicolas. Donc, on voit concrètement les bons gestes et avec un langage beaucoup plus universel qu'on ne pouvait le faire auparavant avec la simple information rationnelle. Voilà donc pour les exemples de la Nudge Unit Transilien. Merci beaucoup Isabelle et Nicolas. Merci pour ces exemples qui sont hyper intéressants. Je crois que la première chose, c'est qu'on voit déjà que ça marche. Donc, c'est vraiment déjà une première chose importante. On voit bien en quoi ça peut servir à la compréhension des clients et à les accompagner dans leur changement de comportement, hein, passer de l'inaction à l'action. Enfin, voilà, je pense que c'était vraiment super clair.
Pour autant, et je reviens sur un point qui m'a semblé aussi essentiel, parce que souvent en marketing, quand on parle d'influence, la notion d'éthique est tout de suite très importante, et donc vous l'avez souligné tous les deux, et quelque part, on s'en félicite. Je crois qu'il y a plein de questions, et donc Tahani va vous faire le débrief des questions qui étaient en cours. Oui, absolument. On a reçu pas mal de questions. Donc, alors, la première question s'adresse à Nicolas. Sophie, donc de la part de Sophie, qui a dû arriver en cours de route. Elle souhaiterait avoir une définition simple du nudge. Ah, une définition simple du nudge. Oui, c'est toujours le plus compliqué, c'est de faire simple. Donc, effectivement, une définition simple du nudge, c'est une intervention qui utilise les données des sciences comportementales pour aider des individus à changer leur comportement en intervenant sur le contexte. Donc, on a la question du changement, donc la visée de changement ciblée sur le comportement en prenant appui sur des données scientifiques et en passant par une modification du contexte ou de la situation de choix. Avec ces quelques ingrédients, plus des objectifs qui parfois sont soulignés par les auteurs comme étant des objectifs positifs, vertueux pour les individus comme pour la société. Avec ces quelques ingrédients-là, on a la définition standard de base du nudge. Elles sont beaucoup plus longues parfois, mais bon, avec ça, on a une définition assez directe. Ça marche, merci Nicolas. Alors toujours pour Nicolas, Marie-Ève souhaiterait savoir en quoi consiste le système 3. Vous l'avez abordé tout à l'heure. Oui. Alors, dans les échanges qu'on a chez les spécialistes des sciences comportementales, le système 3 is a mess. Je vais le dire en anglais pour ne pas le dire en français, mais voilà. Il n'empêche que, alors, il ne faut pas confondre avec des évocations du système 3 dans le domaine du marketing. Dans le domaine des sciences comportementales, le système 3 réfère à un système qui sera un système qui s'intercale entre le système 2 et le système 1. Système inhibiteur du système 1, c'est-à-dire de la capacité d'autorégulation, de self-control, etc., tout ce qui peut nous permettre et nous donner la capacité à limiter nos réactions impulsives, mais aussi système qui serait capable de rallumer le système 2 au bon moment. Et en fait, ça renvoie à ce qu'on pourrait appeler des capacités métacognitives, de contrôle cognitif, c'est-à-dire une prise et une maîtrise sur le passage du système 1 au système 2. Le système 1, on en a besoin des fois, le système 2, on en a besoin des fois, donc capacité à passer de l'un à l'autre. Et quand on sait fabriquer, aider à développer cette flexibilité cognitive, chose qu'on tente par exemple sur la gestion des perturbations dans les réseaux de transport, comment on passe d'une habitude, parce que je prends toujours le même transport, à d'un seul coup, la situation ne se passe pas de la même façon et je suis capable de basculer rapidement à une situation optimale, donc passer d'un système 1 à un système 2. Donc, c'est des choses qu'on peut essayer de travailler. Mais voilà, ce système 3, il faut aller voir en particulier Olivier Houdet qui a proposé un peu des définitions de ce système 3. Mais voilà, on est sur un système inhibiteur du système 1, activateur du système 2, un peu entre les deux. Bien. Alors ensuite, question suivante de la part de Muriel. Comment faire pour bien acculturer les équipes marketing à ces techniques selon vous? Donc, on peut proposer à Isabelle de répondre à cette question. C'est vrai que dans les premières années de la Nudge Unit, il y a eu tout un effort d'évangélisation, donc avec des formations. Voilà, j'emmène encore régulièrement des formations auprès des agents. On fait aussi du e-learning, par exemple, sur les sciences comportementales. Nos agents gares sont tous formés dans leur formation initiale. Il y a un petit module nudge. Donc voilà, ça passe par cet aspect-là. Alors après, ça dépend de comment on est structuré. Hein. C'est vrai que nous, au sein de Transilien, il y a une université Transilien, donc avec déjà une structure qui permet de toucher les agents de manière assez facile. Et la Nudge Unit de Transilien est aussi au sein d'une entité qui s'appelle la Mass Transit Academy. Donc, c'est un centre d'excellence, en fait, des expertises
qui concourent à la performance du mass transit, donc du transport en zone dense, et ce qui nous permet aussi de s'inscrire dans leur cycle de formation et de toucher d'autres agents, comme plutôt des managers, des directions de ligne, etc. Donc, c'est un peu à toutes les strates, je dirais, de l'entreprise. C'est aussi les directeurs, je dirais, les patrons d'activité. Et c'est vrai que la Nudge Unit a bénéficié aussi, dès les premières années, du sponsoring très fort du patron de Transilien, qui avait identifié tout le potentiel et qui l'a porté à la fois en interne et en externe. Donc, je pense que voilà, la formation, le sponsoring, c'est très important. Et le troisième sujet, je dirais, alors là, c'est plus lié à toute démarche d'innovation, c'est de tester avant, de laisser oser le test. Voilà. Et c'est la preuve par le résultat. C'est beaucoup comme ça que ça a marché pour la Nudge Unit. C'est on a des équipes sur le terrain qui nous ont fait confiance. On a commencé à tester, on a vu les résultats et on crante comme ça petit à petit. Et on augmente l'importance de l'usage qu'on en fait. On crante sur l'intégration, comme disait Nicolas. Et c'est vrai que nous, on commence à avoir maintenant de l'historique et on voit comment ça se passe en termes d'intégration. Voilà, ça peut inspirer, je pense, d'autres activités. Mais voilà, comme toute démarche d'innovation, il faut un petit peu oser. Ça marche, merci Isabelle. Alors, j'ai une question de Sophie et Stéphane qui voudraient savoir, parce qu'on a donné pas mal d'exemples à destination de la clientèle finale, donc B2C, comment on crée des pratiques de nudge autour du B2B? Alors, c'est une question, je pense, un petit peu plus pour Nicolas, parce que c'est vrai que nous, notre feuille de route, notre unité Transilien, ce sont les clients, ce sont les voyageurs, et on ne pratique pas de nudge management. Donc, je laisse Nicolas parler. Non, il y a pas mal d'exemples, à la fois effectivement sur le management, aussi sur les relations entre entreprises aussi. On a pas mal de choses sur, par exemple, la qualité. Hein, j'ai échangé encore hier avec un assez gros acteur de ces sujets-là, sur la question du suivi qualité, etc., et de comment on forme à des gestes de précaution, aux bons gestes. Alors, il y a plein de formations, sauf que les formations conduisent assez peu à des comportements et avec une compliance au final, une application des gestes proposés ou des procédures qu'on propose qui est très compliquée. Là, je le vois, j'ai intégré la Haute Autorité de Santé depuis peu sur cette question-là, de comment on crée des recommandations à destination de professionnels, mais qui soient effectivement mises en œuvre. On a des sujets sur la cybersécurité, avec aujourd'hui des choses très innovantes, hein, et qui sont à la fois des démarches pour voir ce qu'il y a de comportemental dans la cybersécurité et la capacité à amener des collaborateurs ou des prestataires ou autres à respecter un certain nombre de consignes sécuritaires pour éviter de mettre en péril sur le côté numérique, mais aussi sur des capacités à aller, par exemple, comprendre ce qu'une attaque utilise comme levier cognitif, parce qu'en fait, les pirates et les attaques en ligne utilisent des biais cognitifs pour faire cliquer, pour faire marcher du phishing, etc. Comment on va faire du rétro-engineering, si on veut, là-dessus, et arriver, par exemple, à voir quand un risque est fort parce qu'il y a un potentiel comportemental et de conversion en comportement très fort ou pas. Et du coup, trouver des contre-feux qui sont des contre-feux efficaces. Et puis, on a des démarches effectivement transversales autour du management, par exemple, sur la question du sens, sur la question de l'engagement, sur la question de la prévention du burn-out, par exemple. Enfin, voilà. Il y a pas mal de sujets et à vrai dire, quand on commence sur cette question des nudges et des sciences, surtout quand on est sur le volet sciences comportementales, assez vite, ce qui se passe, c'est qu'il y a un service où on a une porte d'entrée et très vite, il y a plein de sujets qui apparaissent comme étant potentiellement pouvant être pris en charge et regardés de manière nouvelle à partir de ce regard en sciences comportementales, d'où l'idée de se former assez vite et de ne pas s'enchaîner à de la consultation externe, mais vraiment de monter en compétences et de profiter de chacun des projets pour monter en compétences, travailler avec des gens qui partagent leurs outils, qui partagent les connaissances. Voilà, le plus possible, parce que ce qui s'est passé à SNCF aussi, et Isabelle en a parlé, c'est que grâce à ces ces nombreuses expérimentations, il y a un modèle du client
il y a une compréhension, un espèce de modèle. On a modélisé quelque part, un peu théoriquement, mais du coup, c'est sur qu'est-ce qu'est un client en situation de mobilité. Et du coup, ça fait presque un modèle théorique ad hoc à une activité particulière, à une cible particulière, qui est ensuite déclinable sur plein de problématiques. Et quand on a sa propre théorie du client élaborée sur de la base scientifique, c'est du costaud parce qu'on peut diagnostiquer avec, comprendre, regarder différemment, trouver de nouveaux leviers, expérimenter et évaluer au-delà d'évaluation, par exemple, de satisfaction. C'est-à-dire qu'on a, avec ce modèle comme ça, les sources de la satisfaction, pas juste le résultat de la satisfaction. Et ça, c'est vraiment, c'est hyper intéressant, c'est partageable, on peut le décliner, on peut le communiquer à des équipes pour qu'ils regardent les choses différemment, etc. D'accord, très bien. Je vous remercie. Alors, on passe à la question de Caroline et Florence. Donc, elles sont à peu près les mêmes questions. Y a-t-il des formations opérationnelles ou des livres que vous pourriez recommander à des marketeurs pour progresser sur le domaine du nudge? Isabelle, si tu veux de répondre, sinon je… Oh, je te laisse sur l'aspect biblio, je te laisse Ouais. répondre. Un certain nombre de références, mais vas-y. Oui, vous avez différents niveaux de références. Vous avez des références qui sont des références qui permettent d'entrer dans le sujet. C'est le livre Nudge, évidemment, de Cass Sunstein et Richard Thaler, donc, qui a été publié en français. Vous avez le livre de Daniel Kahneman sur le système 1, système 2, les deux vitesses de la pensée. Et vous avez le livre de Dan Ariely, Ariely, qui s'appelle Comment décidons-nous? Le titre français n'est pas très bien trouvé, mais bref, qui apporte aussi beaucoup de choses. Ça, c'est le premier rideau. Il ne faut surtout pas en rester là. Il faut aller un cran plus loin. Moi, ce que je recommande, c'est d'utiliser les manuels de psychologie ou de sciences cognitives de licence. Et ça, vous les trouvez facilement. J'en ai 2 là qui sont extraordinaires en anglais, mais où vous avez de manière panoramique une connaissance des théories existantes extrêmement rigoureuse et précise du coup, parce que voilà, au final, ces manuels tiennent un peu tout seuls. Il peut y avoir des exercices, il y a des manuels visuels de psychologie sociale, par exemple, et ce sont en fait les meilleures sources parce que c'est écrit par des chercheurs et pas d'autres livres qui peuvent être écrits par des vulgarisateurs, mais où peut-être vous allez manquer de précision. Le dernier rideau, c'est les articles, c'est-à-dire qu'il y a quelques revues scientifiques qu'il faut suivre, comme Behavioral Science Policy ou alors Public Opinion in Cognitive Science, par exemple. Enfin, je pourrais donner, éventuellement transmettre une liste qui puisse vous être communiquée et où là, petit à petit, vous pouvez vous acculturer, prendre l'habitude de lire un article par mois, même juste un article par mois, et vous allez voir que ça vous crée une connaissance très actualisée, à la fois des débats et des sujets qui sont en cours de travail dans les sciences comportementales. Si vous arrivez à tenir ces 3 niveaux progressivement, évidemment, vous allez voir que derrière, si vous faites quelques expérimentations avec des outils qu'on vous partage et vous élaborez vos propres outils, après, il y a une certaine autonomie qui peut se construire. Et voilà, Isabelle connaît maintenant vraiment bien les sujets. Il y a toute une part qui se fait. Nous, on défriche les sujets nouveaux, ou alors quand c'est un peu sur la direction scientifique, mais il y a toute une part qui se fait de manière un peu autonome, quoi. D'accord. Alors, une question de Flavien, mais apparemment, il a eu une partie de la réponse grâce à la vidéo qui est passée, mais je la pose tout de même. Et on a encore pas mal de questions, donc on va faire des réponses les plus courtes possibles pour pouvoir respecter le délai, le timing, pardon. Alors, Flavien pose cette question. Avez-vous travaillé sur des cas d'utilisation de nudge avec des outils marketing automation basée sur des scénarios de communication marketing censés se baser sur des comportements des clients d'un site de e-commerce? Si oui, quel retour avez-vous? C'est une question pour moi, vous pensez? Oui. Moi, je ne suis pas dans le e-commerce, donc oui, ce sera plutôt à Nicolas, si vous arrivez à répondre à cette question. Est-ce que vous voulez que je la relise? Non, je vais essayer de répondre par rapport à ce que j'ai compris. Donc, on va maintenant assez loin dans la capacité à comprendre des profils et à saisir des profils d'utilisateurs de manière rapide, interactive, non pas sur des listes de questions évidemment, mais sur soit des traces comportementales
soit des éléments d'interaction digitale qui sont signifiants, c'est-à-dire qui permettent de comprendre assez rapidement dans quel état d'esprit peut se trouver, par exemple, un utilisateur, et d'arriver à y ajuster la façon dont on va construire une architecture de choix, par exemple. Et effectivement, ces choses-là, moi, je les ai plutôt appliquées dans le domaine de la santé et dans le domaine de l'accompagnement des patients, par exemple, où on a des vrais enjeux à comprendre l'émotion à un moment donné, à comprendre l'état motivationnel à un moment donné, pour comprendre voilà, comment on fait le trajet jusqu'au comportement souhaité, de type prendre les médicaments au bon moment, de la bonne façon, etc. Et c'est extrêmement efficace. Ça a été démontré dans tout un tas de domaines. On essaye de creuser le sujet sur la question, par exemple, des heures de départ, etc. et comment inciter en profilant et en ciblant les messages. Donc, effectivement, c'est des choses qui ont un fort potentiel et un très fort impact. C'est difficile à communiquer parce que derrière, il y a des algorithmes qu'on ne peut pas partager comme ça, mais effectivement, c'est à très fort impact. D'accord, très bien. Alors, la question suivante s'adresse à Isabelle. Est-ce que vous avez, c'est de la part de Muriel, un top et un flop d'utilisation des sciences comportementales dans votre expérience? Alors, le top, je l'ai partagé, hein, c'est sur l'amélioration de la propreté. C'est vraiment celui qui a le plus d'efficacité. Après, on a un bon niveau d'efficacité globale, je dirais, de nos expérimentations. Hein. C'est pour ça qu'on continue, qu'on en fait plus, etc. Après, on a des flops, oui. On a des flops parce que parfois, ou dans les premiers temps, on a abordé un peu des comportements, voilà, des problématiques qui nous ont été exposées, où on s'est rendu compte que finalement, les sujets étaient un petit peu difficiles à traiter uniquement par des... On peut les comprendre, on peut les diagnostiquer avec les sciences comportementales. Après, trouver les bons outils, c'est peut-être un peu plus compliqué. Je pense à des comportements, on va dire, un peu rebelles hein, qu'on peut avoir dans les transports publics. Nicolas, donc, tu as travaillé avec nous sur le sujet, donc tu pourrais aussi en parler. C'est par exemple les fumeurs. Donc voilà, les comportements un petit peu plus, on va dire, déviants, un petit peu plus compliqués, qui sont, comme on dit en sciences comportementales, en réactance. Voilà, c'est un petit peu plus difficile à travailler puisqu'on est dans les dispositifs nudge sur une incitation douce. Donc voilà, c'est un levier qui est complémentaire, mais qui n'enlève pas non plus les leviers, on va dire, traditionnels, qui ne les supprime pas non plus. La répression, pour certains comportements, ça reste peut-être le meilleur levier. Voilà, donc c'est plutôt ça, je dirais, nous, notre découverte un petit peu des sujets voilà, un peu plus complexes qu'on a eu du mal à traiter. Très bien, je ne sais pas si tu as d'autres exemples en tête, Nicolas. Oui, des super fails dans le domaine des sciences comportementales, on en a. Il y a un enjeu, c'est par exemple la massification. C'est-à-dire qu'on a eu, par exemple, une expérimentation sur à quel point des nudges pouvaient amener des parents à participer un peu plus aux devoirs des enfants ou à planifier mieux, ou alors avoir un temps de lecture avec eux le soir, etc. Tout ça. Et ça a très bien marché sur un petit échantillon. Et le jour où ça a été mis en œuvre dans le cadre d'une académie ou d'une région complète, ça s'est complètement effondré. Donc, ça veut dire que c'est là où la direction scientifique, entre guillemets, est parfois nécessaire, parce qu'il faut arriver à anticiper ça, à comprendre que selon les leviers sur lesquels on se base, la capacité à être généralisée à d'autres lieux, d'autres espaces ou d'autres publics est vraiment dépendante. Et ça, il faut l'anticiper dès la conception, c'est-à-dire comment on va déployer, quelle masse on recherche. Ce qu'a dit effectivement Isabelle est très important, la définition du comportement et de son changement, et de bien aligner le type de démarche qu'on déploie avec l'objectif qu'on poursuit. Et l'exemple des fumeurs est très bon là-dessus. On en a eu d'autres qui tenaient aussi au design. La difficulté à faire introduire dans le design, qu'il soit numérique ou général, ou d'objets, ou de services, etc. Et comme dans les formations en design en France, pour le moment, il n'y a pas de sciences comportementales, c'est aberrant, mais il n'y en a pas. Moi, j'interviens à quelques endroits, mais sinon, il n'y en a pas. Ça veut dire qu'on a des designers qui ne connaissent pas les sciences comportementales. Donc, il faut arriver à les acculturer sans qu'ils pensent qu'on est en train de faire le boulot à leur place. Des fois, c'est un peu compliqué, mais c'est des fois compliqué aussi avec des communicants et des marketeurs ou quoi, qui ont l'impression qu'on leur apprend leur boulot, alors que ça n'est qu'un outil complémentaire à des compétences, à d'autres compétences, quoi. Comme je disais, hein, la démarche nudge, c'est une démarche complémentaire hein, avec différentes disciplines, et tout est important. Et donc, c'est vrai qu'on ne peut pas parler d'un fail global. C'est parfois à certaines étapes où on peut avoir des soucis, et il faut mettre de la qualité dans chacune des étapes.
On va rester sur cette phrase de complémentarité. Pardon. Je t'en prie. Je pense que c'est un beau message. Je pense que voilà, il y a encore plein de questions. Donc peut-être si vous nous autorisez, enfin, je crois que vous avez communiqué vos adresses email. Peut-être si les gens veulent avoir des réponses, enfin voilà, Oui, en n'hésitez complément. pas, bien sûr. En tout cas, merci beaucoup. On arrive à la fin de notre temps de parole. Merci beaucoup pour ces échanges. C'était vraiment très riche, très passionnant. Et quand on voit le nombre de questions, ça dit bien que vous êtes arrivé à capter l'attention. Donc, c'est pas mal quand on travaille dans le nudge, je pense. Merci beaucoup. Nos prochains événements pour l'ADTM Rhône-Alpes, ce sera le 8 février et on parlera des réseaux sociaux, encore un univers où le nudge pourrait intervenir. Et ce sera sur la thématique est-ce que les réseaux sociaux sont rentables. Et pour le Club des Jeunes Trop Plein, un beau programme aussi en perspective, avec notamment soit une visite d'entreprise autour de la thématique du recrutement, mais aussi des soft skills. Une question qui est assez géniale, c'est comment apprendre à dire non. Et là, peut-être aussi, il y a des bonnes pratiques à aller chercher. Donc, vraiment, merci à tous. On vous souhaite une excellente fin de semaine et on vous dit à très bientôt. On était ravis de partager avec vous ce premier webinaire 2022 avec Tani aussi. Merci. Merci Nicolas, merci et à très Isabelle. bientôt. Merci. Merci Isabelle, merci Nicolas. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.